On va passer à un autre sujet, celui de la gestation pour autrui. On voulait vous en parler pour deux raisons. D'abord parce que hier, l'Assemblée nationale a voté en première lecture la reconnaissance de la filiation d'enfants conçus à l'étranger par GPA. Et puis, la Cour de cassation a pris un arrêt cet après-midi. Alors, moi, j'avais compris cet arrêt comme étant une forme, là encore, de reconnaissance de filiation. Mais Laurence Rossignol m'a dit, avant le début de l'émission, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, expliquez-nous. Effectivement, on a quand même le sentiment que la Cour de cassation dit la mère d'intention, c'est-à-dire en l'occurrence, c'est un couple hétérosexuel qui a eu recours à la GPA et la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, elle est quand même reconnue comme étant la mère de ces deux filles, puisque je crois que c'est de deux filles qu'il s'agit, qui sont aujourd'hui majeures. Effectivement, mais c'est une affaire qui est devant la justice depuis déjà très longtemps, qui a donné déjà lieu à un arrêt de la Cour de cassation, qui ensuite a été déféré devant la Cour européenne des droits de l'homme. La décision de la Cour de cassation a été cassée a été sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est revenu devant la Cour de cassation. Et c'est une affaire effectivement dans laquelle les enfants sont majeurs. Elles ont pour le moins ce qu'on appelle la possession d'État, c'est-à-dire qu'elles ont été élevées comme filles de ses parents, le père étant le père biologique et la mère étant effectivement la mère d'intention. Et ce que dit la Cour de cassation en l'espèce, c'est que d'abord, la Cour de cassation rappelle dans l'arrêt Menson que les conventions GPA sont interdites en droit français. Menson, c'est le nom de la famille. Pardon, oui, c'est le nom de la famille. Que les conventions de gestation pour autrui sont interdites dans le droit français, que la filiation peut être établie de différentes manières, et que dans le cas d'une GPA réalisée à l'étranger, le lien entre l'enfant et la mère d'intention doit être établi selon le mode de reconnaissance qui permette au mieux au juge de contrôler la validité de la convention et d'examiner la situation particulière de l'enfant. Et que c'est l'adoption qui répond le mieux à cette exigence de contrôler la situation particulière de l'enfant et en l'espèce, la transcription est valide. Mais c'est en l'espèce, c'est-à-dire que d'abord... C'est un peu une exception, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Non, c'est pas une exception. L'exception, c'est quand il y a une règle qui est posée, c'est pas une exception, c'est un cas d'espèce. C'est dans cette affaire-là... C'est pas un principe. Normalement, il n'y a pas de règle qui a été établie. C'est quand même l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a rendu l'arrêt. Effectivement. Mais il était assez difficile, probablement, après la Cour européenne des droits de l'homme, de prendre une autre décision que celle-ci. Mais ce que dit clairement la Cour de cassation, c'est que, pour autant... le mode de filiation qui est recommandé, ça reste et demeure l'adoption. Et donc, il n'y aura pas de transcription. Personne ne pourra se prévaloir de l'arrêt Menson pour aller devant le juge demander la transcription automatique d'un acte de filiation établi à l'étranger par convention entre un couple et une mère porteuse, et qu'il faudra toujours pour l'autre parent, puisqu'en général il y a un père biologique dans la GPA. La voix à la GPA, 84% des internautes du Figaro qui ont voté, on rappelle que ce n'est pas un sondage, disent que oui, ils ont raison. Alors, juste avant, petite précision, Guillaume Bernard disait qu'il était l'empêcheur de tourner en rond. Mais je pense que, Guillaume, votre position sur le sujet n'est pas totalement marginale, puisqu'il y a beaucoup de gens, dont je fais partie par ailleurs, qui se sentent plutôt peut-être de l'autre bout de l'échiquier politique, qui sont de gauche, qui ont des valeurs peut-être un peu différentes et qui sont complètement contre la GPA, contre ce qui me semble être le déploiement du marché à tous les secteurs de la vie, dans le but d'accomplir des désirs individuels. Donc je pense que vous n'êtes pas seul ou isolé sur ce sujet. Tant mieux. Maintenant, si on passe sur... Si on passe sur... C'est plutôt moi l'empêcheuse de tourner en rond. Peut-être, oui, peut-être. Après, on demandera à Laurence Rossignol ce qu'elle aurait voté. Et alors, sur le fait que la GPA... que la PMA puisse mener la GPA, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'au sein de la République En Marche, il y a des personnalités qui veulent profiter, entre guillemets, de ce débat qui est sur la filiation et sur l'ouverture d'un nouveau droit pour introduire la GPA. On peut citer Nathalie Loiseau, par exemple, qui a dit qu'elle était favorable à une GPA éthique, Aurélien Taché, qui est quand même le co-animateur du Polydé d'En Marche, qui est aussi favorable, des députés comme Jean-Louis Touraine, Olivier Véran, voilà, il y a des personnalités à la République En Marche qui sont pour faire avancer l'avancée vers la GPA. Il y a aussi des personnes qui sont extrêmement hostiles. En fait, oui, l'argument de dire la PMA, l'ouverture de la PMA va ouvrir de fait le débat sur la GPA, c'est un argument qui est valide. Oui, puisque la PMA va être ouverte logiquement, puisqu'il y a une majorité LREM, il n'y a pas de raison que le texte ne soit pas voté. La PMA va être ouverte aux couples, aux femmes seules et aux couples homosexuels de femmes. Le principe d'égalité va conduire à ce que, pour les couples homosexuels hommes, la GPA puisse être ouverte. En tout cas, il y a une certaine logique à craindre justement cette évolution-là.
Laurence Rossignol, vous êtes sénatrice et pas députée, mais si vous aviez été députée, vous auriez voté hier. Et si l'amendement vient au Sénat, ce qui peut arriver tout à fait aussi, moi je voterai contre cet amendement. Je suis absolument hostile à toute forme de légalisation de la GPA en France. Et pour revenir sur la question c'est des problèmes de raisonnement. Vous vous dites, c'est la PMA qui va conduire par une question d'égalité à ouvrir à la gestation pour autrui. Prenons la question autrement. La PMA est une technique de procréation qui est ouverte aujourd'hui aux couples hétérosexuels. Voilà, elle est autorisée, elle ne pose pas de problème éthique ou bioéthique, la PMA. Ou enfin vraiment ceux qui... Dans le cadre de la fécondation in vitro, il y a quand même un certain nombre d'embryons qui sont créés et qui, de fait, meurent. Donc, il y a quand même. Il y a des courants de pensée qui trouvent que la PMA pose, même pour les couples hétérosexuels, des problèmes éthiques. C'est des courants extrêmement catholiques, religieux, qui considèrent que la vie commence tout de suite, dès la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, et qu'on ne doit pas. On ne doit pas intervenir, que Dieu seul peut décider qui naît, qui meurt et quand on naît et quand on meurt. Ou l'ordre des choses, mais ce n'est pas nécessairement théologiquement marqué. Ceci dit, vous considérez que c'est assez marginal et qu'il y a des couples qui recourent à la PMA, des couples hétérosexuels qui recourent à la PMA, qui sont très nombreux et que personne n'ose vraiment être hostile à aller leur dire qu'ils ont tort. Ceci dit, comme c'est une technique ouverte aux couples hétérosexuels, c'est une inégalité de la refuser aux femmes seules, aux femmes lesbiennes. En ce qui concerne la gestation pour autrui, c'est interdit à tout le monde. Hétéro, homo, personne ne peut accéder en France à la GPA. Donc il faut s'en tenir à ça. Pourquoi il faut s'en tenir à ça? Tout en ayant en tête qu'il y a quand même des petits sujets. La question de l'intérêt de l'enfant n'est pas neutre. Et ce n'est pas parce qu'on va légaliser la PMA qu'on va aboutir à la GPA. C'est simplement parce qu'il y a des enfants. Ils sont là, ces enfants. Donc moi, j'ai été confrontée, quand j'étais ministre chargée de l'enfance, à la question de l'état civil, de la transcription. Et comment on fait aujourd'hui pour respecter à la fois le droit de l'enfant à la vie privée, qui est un droit qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit de l'enfant à une famille, le droit à une famille, et en même temps, ne pas banaliser ces couples et faciliter le recours à la GPA. Parce que la GPA, moi je veux bien toute la GPA éthique, j'y crois pas une seconde. Je pense que c'est une énorme mystification. Toutes les femmes qui sur la planète choisissent de faire mère porteuse le font pour des raisons économiques. Vous allez dans les usines à bébés en Inde, qu'est-ce que vous disent les femmes qui font mère porteuse? Que les femmes sont tellement pauvres en Inde qu'avec ça, elles vont pouvoir payer des études à leurs enfants. On vient de démanteler une usine à bébés au Nigeria. C'était sordide. Et quand aux pays qui ont légalisé, comme les États-Unis, certains États aux États-Unis ou au Canada, pardonnez-moi, mais là encore, ce qu'on appelle une indemnité est en réalité une rémunération. Et j'ajoute en plus que ça pose des problèmes de droit extrêmement lourds, qu'on connaît et qui se sont produits parce qu'il y a des GPA sur la planète, il y en a. Par exemple, le fœtus est mal formé. Le couple d'intention n'en veut plus. Donc à qui va s'occuper du bébé? Le couple d'intention demande un avortement. Il se trouve que la mère porteuse est hostile à l'avortement et dit « moi je fais pas ça ». Qui va s'occuper du bébé? Les conventions de GPA, il faut lire une convention de GPA dans un pays développé comme les États-Unis ou le Canada. Tout à fait. La mère porteuse s'engage à ne pas avoir de relations sexuelles pendant la grossesse. Pas fumer, pas boire, ça encore. On peut trouver que c'est pas trop choquant, mais il y a un contrôle sur la grossesse et le corps de cette femme dont on voit en fin de compte que la GPA, ce n'est jamais qu'une nouvelle façon de s'approprier la fonction des femmes, qui est une fonction génitrice. Et une fois de plus, on est dans le contrôle et la marchandisation du corps des femmes. Alors moi, je ne suis pas... Et de l'enfant, si on prévoit qu'il faut l'éliminer s'il est mal formé ou s'il a une maladie. Ça encore, c'est plutôt que ça donne des problèmes de droit qu'on ne sait pas résoudre. Mais surtout, on admettrait là que les femmes, en fin de compte, sont envoyées à leur fonction première, faire des bébés, et maintenant elles le feraient avec la GPA pour contre rémunération. Ce serait un job comme un autre. Ça devient un job. Pourquoi pas aussi mettre des petites annonces à Pôle emploi, parents d'intention cherchent. Non, c'est pas possible. Ça va venir. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà. Vous voulez un mot? D'abord, il y a quand même plusieurs choses, c'est-à-dire que la GPA, elle n'est pas toujours avec une compensation financière. Je vous le rappelle quand même que, par exemple, au Royaume-Uni, c'est tout à fait possible, mais ça ne peut se faire que par don, d'abord.
Et ensuite, alors nous, on assume tout à fait l'aspect financier. D'ailleurs, ce qu'on propose, c'est que la personne qui soit femme porteuse et non pas mère porteuse soit dans une situation économique qui ne soit pas une situation de nécessité. Et ensuite, vous parliez des contrats. Je vous rappelle qu'il y a autant de contrats qu'il y a de GPA, puisque chaque partie prenante, que ce soit le couple ou la femme porteuse, a chacun son avocat, en établissant ensemble des contrats en parallèle où chacun se met d'accord. Et enfin, je trouve que c'est quand même, je me permets là-dessus, c'est que je trouve que c'est compliqué de dire pour toutes les femmes, on décide qu'elles ne sont pas capables de prendre cette décision de manière libre et éclairée. Avant que la GPA soit interdite en France en 1994 de mémoire, il y avait un vide juridique à l'époque en France, et donc, comme dans certains pays actuellement, c'était ni légal ni illégal, et donc ça a eu lieu. Et il y a plusieurs témoignages qui sont ressortis, dont une femme notamment, j'ai le témoignage en tête, a écrit, qui disait que elle avait été femme porteuse et qu'elle l'avait fait, comme ça, totalement volontairement, parce que pour elle, la base de la société humaine, c'est l'entraide, qu'elle avait la possibilité de pouvoir porter des enfants et qu'elle l'avait fait, mais avec tout l'amour du monde et tout le plaisir du monde de pouvoir offrir à des parents qui ont un projet d'enfant, un projet de vie avec un enfant et qui ne peuvent pas l'avoir, de pouvoir le faire pour eux. Donc, je trouve que réduire à une marchandisation du corps et à un marché du bébé, c'est quand même... Écoutez, on nous explique qu'il faut retranscrire l'état civil fait à l'étranger à quelque chose parce que psychologiquement l'enfant serait dans une position délicate, mais en revanche le fait qu'il sache qu'il a été le résultat d'un contrat de travail, ça psychologiquement ça ne lui porterait pas préjudice. Non. Il y a un contrat qui est passé. Par ailleurs, il faut quand même sécuriser les enfants. Et on est dans une situation juridique qui est compliquée. Merci beaucoup. Je vous interromps, ce débat est passionnant, mais on avait d'autres thèmes qu'on avait envie d'aborder, même si on a passé tout le temps qui, je pense, était utile et intéressant pour vous, chers internautes, en tout cas on le souhaite. Sur ce sujet, quelques commentaires citoyens payeurs qui nous disent cette GPA passera, puisque cela semble une priorité des progressistes, avec toutes les guillemets qui s'imposent. Et Daniel qui dit, mais le progressisme ne relève-t-il pas d'une autoproclamation ? Et qui dit que le progrès représente une amélioration. C'est vrai que c'est un beau sujet. Nous savons bien que la GPA sera légalisée dans le prochain mandat et peut-être même remboursée par la Sécu. Et on verra si ces derniers rebondissements motivent les manifestants qui doivent être dans les rues de Paris dimanche prochain contre le projet de loi bioéthique.